C'est le geek de 20 ans. Alors c'est, en effet, c'est vrai que je trouve que c'est des personnages qui m'ont fasciné aussi, quoi, parce que Sean Fanning, qui invente Napster, par exemple, c'est le premier logiciel de peer-to-peer, en fait, pair à pair, c'est-à-dire de téléchargement direct de pair à pair, et qui va donner des cauchemars aux pontes de l'industrie musicale puis cinématographique pendant des années, et même amener finalement à revoir le modèle, en fait, le modèle de l'économie culturelle. Et il a 19 ans, en fait, quand il écrit Napster, il s'enferme chez lui, personne n'y croit, il programme son truc, il le sort, ça bouleverse... bon, Mark Zuckerberg, évidemment, il est aussi... c'est à Harvard qu'il était. Il est extrêmement jeune quand il développe Facebook, il doit pas être beaucoup plus vieux, il doit avoir 20 ans aussi, comme Fanning. Brad Cohen, qui développe BitTorrent, c'est pareil, il a 21 ans. Bon, il y a des gens un peu plus âgés, il y a Louis Pouzin, dont je parlais tout à l'heure, et ça remonte un peu plus loin, ou Tim Berners-Lee et Louis Caillot, qui inventent le web au CERN en 1990, qui est aujourd'hui une application tellement évidente qu'on ne sait même plus qu'elle existe. C'est-à-dire qu'on oublie que le web, la toile, c'est une application logicielle qui permet de cliquer de lien en lien, qui aurait pu avoir des concurrents. Il y a eu à l'époque le concurrent du web qui était développé par des gens très jeunes aussi, s'appelait Gopher, dans l'université du Minnesota. Et puis en fait, Gopher, ils se sont fait mettre tellement de bâtons dans les roues par leur université du Minnesota que Gopher a périclité, alors qu'aujourd'hui, on pourrait, au lieu de dire je vais sur le web ou sur la toile, on dirait je vais sur Gopher, en fait. Alors ça, en francisé, ça donnerait quelque chose de plus ridicule, parce que du coup on dirait je vais sur la marmotte, parce que Gopher, c'était la mascotte de l'université du Minnesota, c'était une marmotte, donc il l'a appelé Gopher. Mais en effet, c'est pareil, Sergey Brin ou Larry Page, c'est des destins assez fascinants. En même temps, en fait, ça alimente aussi un peu un mythe de la Silicon Valley, en fait, quelque part, qui est aussi un peu trompeur. C'est-à-dire que Sean Fanning ou Brad Cohen ou Sergey Brin, c'est des personnages que je trouve très intéressants, très fascinants. Et en même temps, il y a un petit peu, quelque part... Voilà, c'est des personnalités qui vont alimenter aujourd'hui la fascination pour la modernité de tous ceux qui nous rabattent les oreilles avec la Startup Nation et qui vont prendre en exemple, regardez, les créateurs de Facebook, les créateurs de Google, ils ont changé leur époque. Oui, ils ont changé leur époque parce qu'ils n'avaient pas justement en fait des espèces de donneurs de leçons postmodernes en train de leur répéter allez les jeunes, il faut changer votre époque. Non, ils n'écoutaient pas les gens comme vous en fait justement quoi. Donc il y a en fait, je dirais que quand ces figures qui sont en elles-mêmes, enfin celles de Fanning, celles de Cohen, etc., qui sont en elles-mêmes des figures fascinantes, quand elles sont ensuite reprises par une doxa politique et par un discours qui sombre facilement dans le jeunisme, dans l'exaltation un peu bébête et technophile de la disruption technologique, ça devient tout de suite ridicule et très ringard, en fait, quoi. En effet, en fait, ces évolutions technologiques sont fascinantes et les individus qui les portent ont des parcours qui sont tout à fait romanesques, en fait, et passionnants. Maintenant, quand ça devient, comment dire, une injonction... quand ça devient une injonction politique, tout de suite ça devient plus dérangeant et aussi plus ridicule en fait, quoi. Et malheureusement en fait évidemment ces figures-là alimentent aussi cette espèce de mythe jeune, beau et surfeur et doué en maths de l'étudiant start-upper de la Silicon Valley qui va fonder une start-up et devenir riche à millions. Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les crypto-monnaies récemment en fait qui ont comment dire, sont devenues la nouvelle boîte à fantasmes en fait, quoi. C'est-à-dire que au tournant du XXIe siècle, il y a eu la folie des startups justement, quoi, d'ailleurs l'écroulement de la première bulle, de la bulle du Nasdaq. Et puis, on parlait du Bitcoin tout à l'heure, il y a eu la folie du Bitcoin. À un moment, juste avant le Bitcoin, j'ai remarqué que il y a quelques années, c'était les jeux vidéo. Voilà, enfin pas tous les lycéens, mais une partie en tout cas des lycéens voulaient travailler dans les jeux vidéo parce que ça rapportait de l'argent, ça permettait de faire des jeux vidéo. Bon,
Les crypto-monnaies en 2017, c'était un petit peu le même, je dirais, comme pour une partie des gens qui il y a des gens qui sont lancés là-dedans très sérieusement, mais il y en a une partie, enfin, je crois que ça a fait rêver aussi une partie des jeunes, voire très jeunes générations, qui se sont dit, ça y est, c'est le moyen de gagner plein d'argent, en fait, en bousculant toutes les règles. Alors qu'en fait, c'est comme toujours, quoi. C'est beaucoup d'appelés et peu d'élus, quoi. Il y a 3000 crypto-monnaies qui existent à l'heure actuelle et il y en a plein qui apparaissent tout le temps et plein qui disparaissent en même temps, en fait, quoi. Donc il y a voilà, toujours cette même illusion, finalement, que les nouvelles technologies correspondent aussi à un coup de baguette magique qui, à un moment, vont soudain nous permettre de dépasser tous nos problèmes politiques, sociaux, culturels, économiques. Et cette fascination nous empêche aussi de voir justement tous les problèmes politiques, sociaux, culturels, économiques que ces bouleversements amènent avec eux, en fait, quoi. C'est le fait de comprendre justement ces risques, ces nouvelles problématiques amenées par ces bouleversements, qui a amené justement des gens comme Brun, comme Fanning, Cohen, justement à prendre une petite longueur d'avance, ou Ian Clark, à apporter eux-mêmes leur propre bouleversement, quoi.